Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. On revient ce matin sur la visite de travail et d'amitié effectuée en Algérie par la présidente du Conseil des ministres italien, Giorgia Meloni. Il s'agit de sa première visite en Afrique, laquelle a permis la signature de 4 mémorandums d'entente et de coopération. On revient également sur la déclaration conjointe signée par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, et Giorgia Meloni. Dynamique de sa visite officielle en France, le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a été reçu par le général d'armée Thierry Burkhard, chef d'état-major des armées françaises, hier soir à l'école militaire à Paris. Connecter l'université au monde socio-économique, l'école polytechnique d'architecture et d'urbanisme d'Alger a franchi le pas. L'EPO est en effet le premier établissement universitaire à avoir créé son propre bureau d'études sous forme de filiale. Un reportage à suivre dans cette édition. Corruption au Parlement européen, les tentacules du scandale s'étendent au plus haut niveau de l'État marocain, selon de nouvelles révélations du journal allemand Der Spiegel, qui met en évidence des accointances entre le chef des renseignements du Mersen et des eurodéputés corrompus. Et puis on vous fera visiter à la fin du journal la ville des Roses Blida, ville aux 7 portes érigées pour protéger la ville. Bienvenue à tous. Nous entamons cette édition par la visite de travail et d'amitié effectuée en Algérie par la présidente du Conseil des ministres italien, Giorgia Meloni, à la tête d'une importante délégation ministérielle. Cette visite de 2 jours s'est soldée par la signature de 4 mémorandums d'entente et de coopération. On revient également sur la déclaration conjointe signée par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, et Giorgia Meloni. Les détails avec Yasmine Soli. Le choix de l'Algérie comme première étape de la visite de Giorgia Meloni en Afrique du Nord n'est pas fortuit, de l'aveu même de la présidente du Conseil des ministres italien. Son déplacement de 2 jours à Alger intervient à l'occasion du 20e anniversaire du traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération entre les 2 pays et montre, si besoin est, l'importance de l'Algérie comme partenaire fiable et important sur le plan stratégique. D'ailleurs, sa visite a été fructueuse à plus d'un titre. Elle a été couronnée par la signature de 4 mémorandums d'entente et de coopération portant sur l'amélioration des réseaux de raccordement énergétique pour une transition énergétique durable, la coopération technologique pour la réduction du torchage de gaz et autres techniques de réduction des émissions, la coopération dans le domaine des activités spatiales à des fins pacifiques et la coopération entre le Conseil du renouveau économique algérien CREA et la Confédération économique et industrielle italienne. À cette occasion, le président de la République a salué le niveau et la qualité des relations bilatérales enregistrées notamment ces dernières années, d'autant que le niveau des échanges commerciaux entre l'Algérie et l'Italie est passé de 8 milliards de dollars en 2021 à 16 milliards de dollars. Il a par ailleurs mis en avant l'importance du nouveau projet de gazoduc entre l'Algérie et l'Italie, précisant que cette infrastructure qui permettra à l'Algérie d'exporter l'électricité, l'ammoniac et l'hydrogène sera réalisée en peu de temps et érigera l'Italie en hub de distribution de ses produits énergétiques vers l'Europe. Concernant la fabrication des véhicules de la marque italienne Fiat, qui relève du groupe Stellantis en Algérie, le président de la République a annoncé que le lancement des opérations de fabrication et de commercialisation sera lancé dès mars prochain. Sur le plan international, les 2 pays ont souligné leur de vue autour de la nécessité d'œuvrer ensemble afin de contribuer à l'instauration de la sécurité et de la paix dans la région méditerranéenne et un grand rapprochement des visions autour des questions régionales. À ce propos, l'Algérie a salué la position positive et pondérée de l'Italie, prônant une solution juste pour la question sahraoui. De son côté, la présidente du Conseil des ministres italien, Giorgia Meloni,
a souligné la volonté de son pays de renforcer la coopération dans les domaines énergétiques, économiques, culturels et politiques, indiquant que l'Italie souhaite concrétiser avec l'Algérie un partenariat permettant aux deux pays de réaliser davantage de croissance et de développement, d'établir des passerelles entre les deux rives de la Méditerranée et de contribuer à la stabilité dans la région. La responsable italienne a par ailleurs estimé que dans le contexte de la crise énergétique que traverse l'Europe, l'Algérie peut devenir un leader au niveau africain et mondial dans le domaine de l'énergie. Dans la dynamique de sa visite officielle en France, le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a été reçu par le général d'armée Thierry Burkhardt, chef d'état-major des armées françaises, à l'école militaire de Paris. Adel Sadoun. Le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a été reçu par le général d'armée Thierry Burkhardt, chef d'état-major des armées françaises, à l'école militaire à Paris, où une formation de l'armée française lui a présenté les honneurs. Le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, et après l'écoute de l'hymne national des deux pays, a passé en revue les carrés des forces françaises qui lui ont présenté les honneurs militaires. Le chef d'état-major de l'armée nationale populaire s'est entretenu en tête-à-tête avec son homologue français, où ils ont examiné les moyens permettant le renforcement des relations de coopération militaire et sécuritaire entre les deux pays, avant que les discussions ne soient élargies aux membres des délégations des deux pays. Rallier les compétences algériennes établies à l'étranger, en faire une force pour la construction du pays. Objectif affiché des autorités. Dans ce sillage, une rencontre a été organisée à Lyon où plusieurs associations, organisations et collectifs dans différents secteurs et métiers se sont retrouvés avec la présence d'une délégation parlementaire algérienne. Afef Belouchette. Lieu prestigieux, tenue d'apparat et séance photocall, la soirée annuelle du mouvement des Algériens dynamiques de France à Lyon a débuté en grande pompe à l'image des ambitions qu'elle affiche, à savoir rallier les compétences de la communauté établie dans ce pays à un projet commun au service du développement de l'Algérie. Alors moi j'y crois, c'est la première fois que je participe à un événement comme ça en France et en fait je suis même émue que ça arrive et je suis hyper contente d'y avoir assisté et j'espère que c'est le premier d'une longue lignée, donc super contente. Ça peut me permettre de me rapprocher un peu plus de mes racines et c'est bien aussi d'inciter les jeunes à faire partie de ce mouvement. Objectif affiché, structurer la communauté algérienne en l'intégrant dans un réseau national capable de se soutenir d'abord mutuellement en France et de porter des projets en Algérie. Une aubaine également pour les associations locales à la recherche de soutien, comme le club sportif de l'AS algérienne. C'est déjà le premier point de connaître des personnes, des Algériens comme nous, tout ça, et d'avoir surtout des aides au niveau du sponsor pour que les couleurs de l'AS algérienne restent derrière les Zazaïrs. Et aujourd'hui, en discutant, on a échangé, il y a plein de belles choses qui vont se construire. En plus, on défend un magnifique projet en Algérie international pour venir en aide aux enfants autisme. Et grâce à vous ce soir, j'ai même réussi à faire financer une tablette.
210 personnes ont pris part à cet événement de tous les milieux socio-professionnels. Ils sont universitaires, acteurs du monde économique, judiciaire, culturel, sportif et associatif. Pour le consul général à Lyon, l'initiative met en avant un véritable vivier de compétences qu'il faut accompagner conformément aux recommandations du président de la République. Les Algériens qui sont installés ici à Lyon ont une longueur d'avance sur la représentation s'agissant de la connaissance des potentialités des Algériens dans les différents métiers, dans les différentes spécialités. Et là, je reconnais quand même l'effort qui a été fait par le collectif, dans le sens où il a réussi à faire rapprocher ces Algériens de la représentation, dans la perspective de les rapprocher, pourquoi pas, des institutions algériennes qui sont intéressées par cette expertise. Une soirée rehaussée par la présence d'une délégation parlementaire conduite par le vice-président de l'Assemblée nationale et de deux figures emblématiques de la société civile algérienne, à savoir Nouria Hafsi et Mahrez Lammari. Une participation qui revêt un message politique pour les organisateurs. Il montre la volonté que le président Tebboune affirme et réaffirme tous les jours dans son discours que la communauté des Algériens à l'étranger est une communauté nationale qui appartient à la nation algérienne. Le MODEF, qui a commencé à s'étendre en intronisant une représentation à Marseille, ambitionne de conquérir toutes les grandes villes françaises dans sa quête des compétences algériennes. Et puis cette première dans les universités algériennes, la création de filiales économiques. Celles-ci peuvent proposer des prestations de services dans les domaines d'expertise de l'établissement. Il s'agit carrément d'inclure l'université dans le monde du travail et c'est l'école polytechnique d'architecture et d'urbanisme d'Alger qui se lance. En premier reportage, Nakhla Larbi. Connecter l'université au monde socio-économique, l'école polytechnique d'architecture et d'urbanisme d'Alger a franchi le pas. L'EPO est en effet le premier établissement universitaire à avoir créé son propre bureau d'études sous forme filiale. Tous les ingrédients ont été réunis pour ce faire. Un labo high-tech, les 11 ateliers soft skills, des équipements de pointe ont été également acquis. L'école polytechnique d'architecture est la seule école qui dispose de ce type de matériel. C'est des machines qui peuvent être utilisées parallèlement et servir à la filiale qu'on vient d'ouvrir au niveau de l'école. C'est-à-dire que c'est des machines qui peuvent servir aussi à des prestations de services. On a pu acquérir des nouvelles technologies de représentation. Par exemple, on a l'hologramme. Cet hologramme va nous faciliter le processus de notre travail. Plusieurs actions ont été entreprises au niveau de l'école pour former les étudiants à la culture entrepreneuriale. En plus du bureau d'études, l'école abrite la maison de l'entrepreneuriat, mais pas que. Un incubateur est en cours d'installation également. Les responsables escomptent même enregistrer des brevets d'invention. Il faudrait quand même un écosystème favorable au développement de l'entrepreneuriat. Donc le fait d'avoir notre bureau d'études au niveau de notre établissement, nous avons en quelque sorte rapproché l'étudiant de l'univers économique. Nous avons mis en place une première action, c'est une cellule qui réfléchit un petit peu sur comment valoriser les projets de nos étudiants. Et pour l'architecture, qui a une particularité, et ça c'est très important, nous avons pensé à mettre en place donc un bureau d'études, une filiale de l'école, dans laquelle nous allons venir justement développer les idées innovantes de nos étudiants. Un diplôme, une start-up, l'arrêté 1274 qui introduit le diplôme PFE au projet de fin d'études permet de mettre en valeur les projets des étudiants en architecture qui passeront ainsi de la conception à la réalisation. Pour les apprenants en fin de cursus notamment, cette filiale est pour eux un bon préalable au monde du travail. Dans le cadre de notre projet de fin d'études, que nous avons constitué cette maquette urbaine qui sur le quartier de Blue is Dead, qu'on va donc projeter un projet qu'on souhaite bien sûr voir s'inscrire dans le bureau d'études, le nouveau bureau d'études au sein de l'EPO. Donc c'est une chance pour nous de voir se concrétiser nos projets. Bon, déjà nous trouvons qu'en tant qu'étudiants que c'est une très belle initiative qui va nous permettre de concrétiser nos idées au lieu d'être détachés complètement de la réalité. Et nous sommes en train d'encourager nos étudiants, surtout en relation avec le PFE, pour qu'ils puissent un peu gagner travail PFE et start-up. Assurer des rentrées d'argent pour l'école et concrétiser la relation organique entre l'université et le monde du travail. C'est tout l'intérêt de la création de ce bureau d'études.
Il y a plusieurs enseignants qui font appel justement aux collectivités locales parce qu'ils veulent renforcer ce lien entre les projets qu'ils font faire aux étudiants et justement le terrain pour éviter cette déconnexion. C'est bien la théorie, mais c'est encore mieux que ces idées théoriques puissent être pratiquées. Justement, la création de la filiale EPO s'inscrit dans un contexte caractérisé par les décisions prises par le ministère de l'Enseignement supérieur, donc dans l'objectif de créer un écosystème qui donne un peu plus qui participe à redynamiser le contexte socio-économique à travers l'intégration de la dimension recherche assurée par le secteur universitaire. Le bureau d'études EPO, voire la filiale, vise à participer dans des domaines précis comme la recherche sur la numérisation dans le domaine de la construction, les normes et les référentiels et bien entendu l'architecture. Intempéries, les hauteurs de certaines wilayas du centre se sont parées de blanc suite à d'importantes chutes de neige depuis le week-end dernier, qui ont nécessité l'intervention des autorités locales, des corps de sécurité constitués de citoyens dans les opérations de déneigement afin d'éviter l'isolement de ces localités. Dans l'affaire du Marokgate, les tentacules du scandale éclaboussant le Parlement européen et dans lequel le Maroc est notamment impliqué s'étendraient au plus haut niveau de l'État marocain selon de nouvelles révélations du journal allemand Der Spiegel qui met en évidence des accointances entre le chef des renseignements du Merzen et des eurodéputés corrompus. Les détails avec Yannis Saïd Belkacem. Après avoir consulté plus de 1300 documents internes permettant une reconstitution détaillée de l'enquête Marokgate, le journal allemand Der Spiegel a précisé que les enquêteurs belges ont recueilli encore plus de preuves indiquant que le réseau de l'ex-eurodéputé Pierre-Antonio Ponzeri travaillait secrètement pour influencer les institutions de l'Union européenne, en particulier le Parlement européen, au profit du Maroc. Der Spiegel souligne également que Yassine Mansouri, le chef des services de renseignement marocains, aurait été directement impliqué dans la tentative d'influencer les parlementaires européens. L'eurodéputé Andrea Cozzolino ferait également partie du réseau de Ponzeri. Si l'implication de Yassine Mansouri est fondée, cela signifierait que les tentacules du scandale s'étendraient au plus haut niveau du Marzen. Les journalistes du Spiegel révèlent que Mansouri était l'un des enfants triés sur le volet, choisis pour fréquenter le collège royal avec Mohamed VI. Les signataires de l'article rappelant également que le gouvernement de Rabat était apparemment prêt à user de sournoiserie pour défendre ses intérêts à Bruxelles et que cela n'était pas sans raison. Ajoutant que lors de son récent déplacement à Rabat, le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, avait indiqué que le Maroc était le plus grand bénéficiaire des fonds de coopération de l'UE dans la région, avec un total prévu de 1,6 milliard d'euros de 2021 à 2027. Il va sans dire que si les accusations sur l'implication du Maroc dans le scandale de corruption qui éclabousse le Parlement européen seront confirmées au terme de l'enquête, il y aura des conséquences, assure un responsable de l'Union européenne. Et un voyage de 4 parlementaires belges au Maroc et dans les territoires sahraouis occupés, payés par Rabat, a créé un tollé en Belgique en plein scandale de corruption au Parlement européen impliquant le Marzen. Le douteux voyage en septembre dernier, payé par le Maroc de ses députés du mouvement réformateur belge au Sahara occidental, territoire dont l'annexe n'est pas reconnue par la Belgique, suscite l'indignation de la classe politique belge qui s'interroge encore sur la façon d'interpréter désormais le soutien exprimé par certains députés du mouvement réformateur au sinistre plan d'autonomie du Maroc pour le Sahara occidental. La ville de Rarsif, dans l'est du Maroc, a connu des manifestations contre la détérioration des conditions socio-économiques et les arrestations arbitraires des opposants. Dans le royaume, les manifestants ont scandé des slogans réclamant la libération immédiate de tous les détenus politiques et d'opinion. Ils ont dénoncé par ailleurs l'injustice, la corruption et la hausse des prix des produits de première nécessité. Un mouvement de protestation qu'ils annoncent ouvert jusqu'à satisfaction de leurs revendications. En
visite à Bruxelles, le Premier ministre palestinien Mohamed Shtayyeh a appelé hier l'Union européenne à intervenir pour protéger le peuple palestinien et la solution à 2 États, notamment en imposant des sanctions aux colonies et à leurs produits et en révisant les accords de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et l'occupation sioniste qui poursuit ses arrestations et ses agressions. Le club des prisonniers palestiniens a affirmé que 27 citoyens palestiniens ont été arrêtés en 24 heures en Cisjordanie, dont des enfants et anciens détenus. Les résultats à présent de la rencontre disputée hier soir au stade Shahid Hamlaoui de Constantine, comptant pour la 3e et dernière journée du premier tour du groupe C du CHAN. Madagascar a battu le Soudan sur un score de 3-0 et se qualifie pour la première fois de son histoire pour les quarts de finale. Les Malgaches affronteront le Mozambique samedi en quart de finale. Et puis les programmes des rencontres de la 3e et dernière journée du premier tour du groupe D et E du CHAN 2022 prévu aujourd'hui au stade Miloud Hadfi d'Oran. D'abord Mauritanie, Mali à 17h et puis Niger, Cameroun à 20h. Direction Annaba, une des villes algériennes qui abrite le championnat d'Afrique des Nations avec une enceinte sportive grandiose, le stade du 19 mai 1956 qui a bénéficié d'une totale rénovation. Cette structure sportive est dotée d'une pelouse hybride qui répond à toutes les exigences techniques. Sofiane Mahni et Sarah Derbel. Le deuxième plus grand stade en Algérie, le stade du 19 mai 56. Un joyau qui s'est offert une seconde vie à la faveur d'une extraordinaire opération d'aménagement. Une enceinte qui contribue à la réussite de ce CHAN de par son architecture et sa belle pelouse naturelle qui répond à toutes les exigences techniques. Au premier coup d'œil, le gazon paraît artificiel. Mais il est naturel, du moins à 95%. هذا العشب الطبيعي الهجين هو متكون من 5% اصطناعي عشب اصطناعي C'est une pelouse hybride qui est une technologie de pelouse alliant gazon naturel et microfibres synthétiques. Le pourcentage du gazon synthétique est de 5% contre 95% de gazon naturel. أرضية الملعب عطات نجاح كبير ولا ساتيسفاكسيون توتال تاعها بارابور les 6 matchs اللي فاتوا. De plus, les travaux de cette pelouse ont été réalisés en un temps record, soit en seulement 4 mois. C'est en seulement 4 mois qu'on a pu terminer les travaux de cette pelouse et le résultat est là, nous avons réussi. اللي صنعت الحدث على مستوى الجزائر. 6 matchs ont été joués sur ce terrain, voire 2 par jour dans des conditions climatiques défavorables. Rien n'a pu impacter négativement sur l'état de la pelouse du stade du 19 mai 56, qui n'a rien à envier à celle des plus grands stades de foot au monde. Regarde la ferveur dont a fait preuve le public benoît depuis le début du CHAN et sa présence en force dans les gradins. Le match de classement pour la 3e place, prévu initialement au stade Miloud Hadfi d'Oran, a été délocalisé à Annaba. Le comité d'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football en Côte d'Ivoire effectue une visite de travail en Algérie à l'occasion de la tenue de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations 2022 qui se poursuit jusqu'au 4 février et ce pour bénéficier de l'expérience algérienne en matière d'organisation d'événements sportifs. Linda Teboul. 40 membres du comité d'organisation de la prochaine CAN 2023 qui se tiendra l'année prochaine en Côte d'Ivoire ont effectué une visite de travail en Algérie à l'occasion de cette 7e édition du CHAN et qui a pour objectif bénéficier de l'expérience algérienne en matière d'organisation d'événements sportifs. C'est une position, c'est pas pour nous diffuser au rose. C'est une position. Nous sommes venus en Algérie pour rencontrer donc nos homologues du comité local d'organisation du CHAN. À l'initiative de la CAF qui évidemment nous aide à nous préparer pour organiser la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera en Côte d'Ivoire
en 2024. Nous avons eu une séance ce matin pour fixer le cadre et puis après nous nous sommes éclatés en groupe et chaque groupe est en train de travailler avec l'ACAF et le comité local d'organisation. La délégation ivoirienne était impressionnée par les différentes installations et compartiments du stade Nelson Mandela de Braki, où ils ont eu droit à des explications sur plusieurs aspects liés à l'organisation du CHAN 2022 et sa gestion à l'approche de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous sommes des apprenants. Vous savez, quand vous apprenez, vous ne jugez pas vos enseignants. Vous prenez tout et puis vous essayez de reproduire ce qu'il y a de meilleur. Donc tout cela nous a été très utile. Nous sommes ravis et heureux de les accueillir ici en Algérie. Inch'Allah, on va essayer de tout donner et partager notre expérience. L'expérience qu'on a acquise de la part de l'organisation du championnat d'Afrique, la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations. Et le but de partager avec nos amis de la Côte d'Ivoire notre expérience, c'est de voir notre continent briller lors de l'organisation de cette CAN 2023, Inch'Allah. Les membres de cette délégation assisteront vendredi au premier quart de finale du CHAN 2022 qui devra opposer l'Algérie à la Côte d'Ivoire à 17h au stade Nelson Mandela. On vous invite pour terminer à visiter la ville des Roses, Blida, ville aux 7 portes bâtie par les Ottomans pour protéger justement la ville. Reportage Frial Hamdi. Avec l'occupation française de l'Algérie en 1830, un mur d'environ 3 mètres de haut a été construit autour de Blida, avec 7 portes formées pour accéder à la ville de différentes zones. Ces portes ont été construites par des Turcs pour assurer la protection des habitants de la ville et sont devenues une partie du patrimoine et de l'histoire de Blida. Si l'on parle de l'époque Morandalou, elles étaient au nombre de 6. Donc Bab el-Qbour qui était situé donc à l'ouest de la ville et qui s'ouvrait sur le cimetière de l'ouest. Bab Zaïr qui était à l'opposé, donc diagonalement. Bab Zaïr qui donnait sur le cimetière de l'Est et qui menait vers Alger. La Bab Rahba qui s'ouvrait sur donc, le marché hebdomadaire et qui montait vers la montagne de Shre'a. Il y avait aussi Bab Sebt qui est situé sur l'emplacement actuel du marché européen et Bab Zawiya qui descendait vers la Zawiya Sidi Mjibr. Voilà. En fait, le nombre de portes et le remplacement a différé selon les époques. Que l'on soit à l'époque précoloniale ou coloniale, les changements ont été opérés suite donc à l'invasion du colonisateur. Les portes et les murs sont restés opérationnels pendant un siècle avant que l'administration française décide de les détruire vers 1926. L'Algérie a été colonisée et donc le colon a démoli déjà la première enceinte qui faisait 1,6 km, donc durant la période ottomane, a été démolie pour construire la deuxième enceinte durant la période coloniale entre 1849 et 1866. Et la deuxième porte donc, qui contenait la deuxième enceinte qui contenait les 6 portes, donc qui portait les 6 portes et 9 bastions, a été démolie par la suite. Et l'on a ce qui est représenté aujourd'hui par le boulevard qui ceinture donc tout ce noyau historique. Voilà, donc et puis la ville s'est étendue au-delà donc en extramuros, au-delà de ses limites, vers le nord-est et le nord-ouest, en créant donc et Montpensier et Joinville, et puis après tout s'est rempli par la suite. Aujourd'hui, ces portes n'existent plus, mais leurs noms sont toujours utilisés par les habitants de Blida comme point de repère pour localiser les rues et les quartiers. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Emel Laribi. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.